Bonjour à tous et bienvenue sur l'heure du mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des histoires qui vous glaceront le sang, des récits qui prouvent que le plus grand monstre est parfois notre propre voisin. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car les détails de ces histoires vraies sont plus terrifiants que tout ce que vous pourriez imaginer. Quand j'avais 13 ans, avec ma bande de copains un peu turbulents, l'une de nos activités favorites, c'était de sonner chez les gens le samedi soir et de partir en courant. Il y a 10 ans, on habitait tous dans le même quartier, une banlieue résidentielle tout à fait classique. Sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de maisons et bien plus de zones boisées. Pour cette histoire, je vais donner des noms d'emprunt à mes amis. Il y avait Marc, Jules et Mathieu. C'était souvent Marc ou Jules qui s'y collaient pour sonner aux portes. Mathieu et moi, on préférait trouver tout de suite les meilleures cachettes. On a dû faire ça à 5 ou 6 maisons. Je me souviens que les hommes qui nous ouvraient avaient tous plus ou moins la même réaction. Ils sortaient sur le perron, parfois en criant quelque chose, puis rentraient. Pour quelques maisons, on a même sonné une deuxième fois, juste pour voir leur réaction s'amplifier. Un type a hurlé qu'il appelait les flics la deuxième fois. Alors dès qu'il a claqué sa porte, on a détalé comme des lapins et on a changé de quartier. Comme je le disais, il y a 10 ans, des parcelles de forêt occupaient la place de certaines maisons actuelles. Dans le quartier suivant, plusieurs maisons étaient entourées de ces petits bois et elles semblaient beaucoup moins bien entretenues. La première maison du coin était juste en face d'une de ces zones boisées, ce qui nous offrait une cachette absolument parfaite. La maison elle-même avait l'air un peu délabrée. L'herbe était haute, une vieille voiture pourrie couverte d'une bâche traînait dans l'allée. Bref, c'était une petite bicoque. Marc s'est avancé pour sonner. À peine avait-il eu le temps de traverser la rue pour nous rejoindre que la porte s'est ouverte. Un autre homme est sorti. Mais celui-là, il était immense, un vrai colosse, bien bâti et mesurant près d'1,80 m. Contrairement aux autres, il était fou de rage, instantanément. Il a fait le tour de tout son jardin, inspectant les buissons, hurlant des menaces. On rigolait entre nous, comme d'habitude. Finalement, il est rentré chez lui. Marc a attendu quelques minutes, a vérifié qu'il n'y avait personne aux fenêtres, puis il a foncé sur le perron pour sonner à nouveau. Franchement, sur ce coup-là, je n'aurais pas aimé être à sa place. Je n'aurais jamais eu l'audace de sonner une deuxième fois chez ce type. Marc savait qu'il avait moins de temps cette fois, alors il a couru sur le côté de la maison pour se cacher. La porte s'est ouverte bien plus vite et l'homme est sorti, un fusil à la main. On s'est tous regardés en murmurant en même temps « En merde !» L'homme a fouillé les mêmes endroits que la première fois et quelques autres en plus, comme derrière sa voiture ou certains arbres. Puis il s'est planté au milieu de sa pelouse, immobile, comme s'il réfléchissait. Son regard a balayé les alentours, puis sa tête s'est figée dans notre direction, vers le bois. Avec Jules et Mathieu, on s'est jeté un regard. On s'est tapi encore plus bas, espérant qu'il ne nous ait pas vus. Après 10 longues secondes à nous fixer, l'homme est retourné à l'intérieur. Et puis, on l'a vu réapparaître à la fenêtre du salon, immobile comme une statue, le regard toujours pointé vers nous, dans le bois. On a vu Marc qui se faufilait à nouveau vers la porte d'entrée, mais on ne pouvait rien faire. On était pétrifiés, incapables de bouger ou de crier. Marc a sonné une dernière fois et a sprinté. Mais l'homme, lui, n'a pas bougé. Du moins, pas pendant la minute qui a suivi. Puis, il s'est détourné de la fenêtre. On a perdu Marc de vue, mais on était toujours trop angoissés pour faire le moindre geste. Soudain, on a entendu la voix de Marc de l'autre côté de la rue qui hurlait « Courez !» On n'a pas compris tout de suite, jusqu'à ce qu'on entende des pas précipités juste derrière nous. En tournant la tête, on a compris notre erreur. C'était l'homme de la maison. Il avait traversé, son fusil à la main pointé droit sur nous. On a détaillé comme du petit gibier fuyant un prédateur, vers Marc qui nous attendait. On a couru sur plusieurs pâtés de maison jusqu'à être sûr de l'avoir semé. Marc nous a expliqué qu'il avait crié en voyant le type se glisser discrètement à travers la rue et entrer dans le bois avec son fusil. On ne l'a jamais dénoncé à la police, on n'a jamais rien dit. On en a juste parlé à quelques amis et c'est tout. Heureusement, cette maison était loin de chez nous. On n'a plus jamais eu à passer devant. J'ai vécu dans une véritable maison de l'horreur pendant quelques semaines. J'étais étudiant et mes parents me payaient la location d'une maison pour que je puisse y vivre. Oui, je sais, j'étais un enfant gâté. Bon, la maison était modeste, rien d'extravagant ou d'immense, et j'en étais très content, du moins les premiers jours.
Et puis, les choses ont rapidement commencé à devenir très bizarres. Un samedi pluvieux où je n'avais rien à faire, je regardais la télé depuis quelques heures. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit de raclement sur le sol de mon salon. J'ai regardé tout autour de moi, pensant qu'un animal avait réussi à s'introduire dans la maison, ou quelque chose du genre. Je me suis rassis et j'ai continué à regarder la télé. C'était le premier événement vraiment étrange. La pluie a continué de tomber tout le reste de la journée et jusque dans la nuit, ce qui m'a donné une bonne excuse pour ne pas sortir. Je suis resté à l'intérieur à regarder la télé dans le salon. Soudain, j'ai dressé l'oreille, persuadé d'avoir entendu quelque chose venant de la cuisine. En riant nerveusement, j'ai attrapé un oreiller en me disant que ça pourrait faire une arme improvisée et je me suis dirigé vers l'entrée de la cuisine. Là, au milieu de la pièce plongée dans le noir, il y avait une boîte de céréales par terre, déversant des centaines de ces petits anneaux sur le sol. Je n'avais aucune idée de comment cela avait pu se produire. Quoi qu'il en soit, j'ai lâché l'oreiller et j'ai commencé à tout ramasser. C'est en faisant cela que j'ai entendu un grincement, comme celui que font les vieilles lattes d'un plancher en bois quand quelqu'un marche dessus. Le bruit venait de près de la table de la cuisine. J'ai levé les yeux, mais il n'y avait personne. À ce moment-là, j'étais certain de devenir fou. Le moindre petit son me rendait complètement paranoïaque. J'ai nettoyé les céréales et je suis retourné regarder la télévision. Dehors, le tonnerre se faisait de plus en plus fort, le cœur de l'orage semblait passer juste au-dessus de la maison. Pourtant, je trouvais cela étrangement apaisant. C'est la dernière chose dont je me souviens, apprécier le son de la tempête avant de m'assoupir pour ce qui m'a semblé être une bonne heure. La télé était toujours allumée, mais ce n'est pas ça qui m'a réveillé. Je me souviens avoir cru que c'était un grand bruit, un choc sourd venu d'en bas qui m'avait tiré de mon sommeil. Peu importe, j'ai éteint la télé et je suis monté me coucher. Le lendemain a été une journée normale, tout comme le surlendemain. Ce n'est qu'au prochain jour gris et pluvieux que les choses étranges ont recommencé. Ce matin-là, je me suis réveillé dans mon lit avec la sensation d'avoir bu toute la nuit. Je ne m'étais jamais senti aussi malade, pire que n'importe quelle gueule de bois. Je n'ai pas beaucoup bougé de la journée. Le temps sombre et maussade n'a fait que me clouer davantage au lit. J'ai laissé la télévision de ma chambre allumée toute la journée, juste comme bruit de fond, avec une poubelle à côté de moi au cas où je devrais vomir. Vers midi, j'ai coupé le son de la télé après avoir entendu des bruits venant juste au-dessus de moi. La trappe de grenier se trouvait dans ma chambre et la majeure partie du grenier était construite au-dessus de cette pièce. Ce n'était pas un seul bruit sourd que j'ai entendu, il y en a eu 3 ou 4. J'ai réussi à sortir du lit malgré le fait que chaque mouvement me donnait la nausée. J'ai tiré sur la cordelette de la trappe, je me suis emparé d'une de mes vieilles battes de baseball et j'ai grimpé les marches de l'échelle. J'ai actionné l'interrupteur pour allumer la lumière du grenier. Il y avait quelques vieilles boîtes éparpillées qui devaient appartenir à l'ancien propriétaire, mais je ne voyais rien, ni personne qui aurait pu faire ces bruits. Je suis redescendu rapidement car ce grenier me faisait un peu peur. Il n'y a plus eu de bruit jusqu'à cette nuit-là. Je me suis réveillé à cause de ce que j'ai d'abord pris pour le tonnerre. Me sentant encore un peu nauséeux, le son maintenant familier d'un choc sourd venant du grenier m'a donné des frissons. J'ai de nouveau tiré sur la cordelette de la trappe, j'ai repris ma batte de baseball et je suis remonté. J'ai essayé de puiser de la force dans la colère et j'ai hurlé avec la voix la plus intimidante que j'ai pu trouver. Mais avant même que je puisse allumer la lumière, j'ai entendu le rire d'un enfant résonner dans l'obscurité totale du grenier. Les mots ne peuvent décrire le sentiment de vertige, cette sensation que mes entrailles se vidaient dans mon corps, la peur que j'ai ressentie. Le mot peur est bien trop faible pour décrire ce que j'ai éprouvé à cet instant précis. J'ai détalé de cette maison si vite que je n'ai même pas le souvenir d'avoir couru. Sous la pluie glaciale, j'ai appelé mon père et je lui ai demandé de venir me chercher. Je lui ai tout expliqué du mieux que je pouvais. Mes parents ont vu à quel point j'étais bouleversé et d'une manière étrange, je pense qu'ils m'ont cru. Le lendemain, avec le raid, j'ai fait tous mes cartons et je suis retourné vivre chez eux. Encore aujourd'hui, je suis convaincu que ce que j'ai vécu dans cette maison était purement paranormal.
Quand j'avais 20 ans, j'ai travaillé pendant quelques semaines comme femme de ménage pour une vieille dame. Elle avait une maison immense et très ancienne, sur une propriété qui aurait pu être magnifique si seulement elle en avait pris soin. Elle possédait un terrain de presque 1 hectare, entouré de bois sur 3 côtés et par la route sur le dernier. La maison elle-même était antique, principalement en bois, et l'intérieur était vraiment sombre. Elle gardait souvent les volets fermés dans certaines pièces pour des raisons que je ne comprenais pas. Parfois, j'ouvrais les volets pour laisser entrer un peu de soleil, pour découvrir qu'elle les avait refermés la fois suivante où j'entrais dans la pièce. Elle éclairait certaines pièces à la bougie, ce qui donnait à la maison un air encore plus préhistorique de l'intérieur. Pour couronner le tout, les parquets grinçaient terriblement, et ce, presque partout dans la maison. Cette femme s'appelait Mel, elle devait avoir environ 70 ans. Le travail que Mel me demandait de faire consistait principalement en des tâches physiques qu'elle ne pouvait plus vraiment accomplir, comme balayer, épousseter, faire la vaisselle, la lessive, trier le courrier et d'autres choses de ce genre. Un week-end, Mélanie m'a demandé de venir dormir une nuit ou 2 chez elle. Sa maison avait environ 4 chambres et comme elle vivait seule, ce n'était pas un problème. Mon histoire se déroule sur un vendredi et techniquement, elle déborde aussi sur le samedi. Je suis arrivé comme d'habitude le vendredi, échangeant très peu de mots avec Mélanie. J'ai laissé tomber mon sac à dos, rempli de vêtements et de produits de toilette, sur le lit de la chambre où j'allais dormir. En me retournant vers la porte, j'ai vu Mélanie debout dans l'encadrement. Il y avait toujours quelque chose d'étrange et d'inquiétant chez elle, et cette apparition ne faisait pas exception. Elle ne m'a pas dit bonjour, ce qui, bizarrement, n'était pas le plus étrange. Elle m'a juste ordonné de nettoyer la chambre sur le champ. Après cela, elle m'a simplement dit de mettre de l'ordre dans toute la maison, puis elle est montée à l'étage. Je ne l'ai pas revue de la journée, mais je l'entendais de temps en temps marcher dans sa chambre, juste au-dessus. C'était bizarre. On aurait dit qu'elle faisait les 100 pas. Il n'y avait pas de télévision dans cette maison, alors je ne savais absolument pas ce qu'elle pouvait bien faire. Mais une chose que je trouvais particulièrement étrange, c'était la manière dont elle protégeait sa cave. Elle avait été très claire, la cave était strictement interdite, et elle ne voulait surtout pas que j'y descende. La nuit est tombée, et je suis allé me coucher tôt. C'était avant l'ère des smartphones, donc je ne savais même pas quelle heure il était. Il devait être 21 ou 22 heures, je suppose. Pendant les premières heures, tout était paisible. Cependant, j'avais du mal à m'endormir, car je crois que c'était le lit le plus inconfortable dans lequel j'ai jamais dormi. Plusieurs heures semblèrent s'écouler avant que je commence à entendre des bruits de pas juste devant ma chambre, sur le plancher qui craquait. On aurait dit que Mélanie passait devant ma porte, mais très lentement. Peut-être qu'elle allait juste aux toilettes. Quelques minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu ses pas, mais cette fois, elle s'est arrêtée juste devant ma porte. Je me suis redressée dans mon lit, tendant l'oreille. Je pouvais entendre le plancher craquer juste derrière la porte, ce qui indiquait que Mélanie se tenait là, immobile. Une vague de peur a commencé à monter en moi. Finalement, elle s'est éloignée. Je l'ai entendue descendre les escaliers, puis j'ai entendu une porte s'ouvrir et se refermer en bas. J'ai eu le sentiment que c'était la porte de la cave. Un long moment plus tard, j'ai entendu la porte s'ouvrir et se refermer à nouveau, puis des pas lourds et lents qui remontaient les escaliers grinçants. Les bruits de pas sont revenus jusqu'à ma porte, puis se sont arrêtés. Je me suis de nouveau redressée pour écouter et je pouvais sentir la pression de son poids sur le plancher de l'autre côté. Et puis, j'ai entendu la poignée de la porte commencer à tourner. Je me suis rallongée d'un coup et j'ai tiré les draps sur moi, faisant semblant de dormir profondément. J'ai entendu Mélanie faire quelques pas dans la pièce, marquer une pause, puis repartir. Elle est retournée dans sa chambre et a refermé la porte. J'étais plus que troublé. C'était un comportement vraiment terrifiant. J'ai attendu environ une demi-heure avant de décider qu'il fallait absolument que je voie ce qu'il y avait dans cette cave. Je suis sorti de ce lit bancal, j'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la porte, puis j'ai descendu les escaliers aussi silencieusement que possible. J'ai ouvert la lourde porte de la cave, allumé la lumière et descendu les marches une à une. Arrivé en bas, j'ai dû retenir un hurlement. Au centre de la pièce, il y avait 2 vieilles chaises en bois
et assis dessus, 2 cadavres en décomposition coiffés de perruques. La vue d'un insecte rampant sur l'un des corps a failli me faire vomir. J'ai trouvé le courage de m'avancer plus loin dans la cave, plus près des corps. Je devais m'assurer qu'ils étaient réels. Les 2 cadavres portaient des perruques d'hommes. Le plus grand des 2 avait aussi un béret. Je ne m'y connais pas beaucoup en médecine légale ou en vitesse de décomposition, mais je dirais que ces corps dataient de presque 1 an. Mon cœur a semblé s'arrêter un instant quand j'ai entendu des pas venant de l'étage. Je n'aurais jamais le temps d'atteindre l'interrupteur. Je me suis caché derrière un des vieux canapés de la cave, alors que j'entendais des pas lents et lourds descendre les marches grinçantes, une à la fois. J'avais les mains sur la bouche lorsque j'ai entendu Mélanie atteindre la dernière marche. Pendant une fraction de seconde, j'ai jeté un œil et j'ai vu Mélanie, déjà à mi-chemin de la pièce, un grand couteau de cuisine à la main. Je savais qu'elle serait trop lente pour m'attraper. Alors, dans un éclair, j'ai foncé vers les escaliers. Elle a hurlé mon nom et m'a suivi aussi vite qu'elle le pouvait. Quand je suis arrivé au rez-de-chaussée, j'ai couru à l'étage dans ma chambre pour récupérer mon sac à dos. Au moment où je redescendais, Mélanie arrivait en haut des escaliers de la cave. Je suis sorti en courant par la porte d'entrée et j'ai sauté dans ma voiture. J'ai mis le contact, j'ai repris mon souffle et j'ai regardé vers la porte d'entrée de la grande maison ancienne. Mélanie était là, debout, immobile, me fixant. J'ai démarré en trombe, quittant l'immense propriété et m'engageant sur la route. En 10 minutes, j'étais de retour chez moi. Heureusement, je n'avais jamais donné à Mélanie la moindre information personnelle, ni mon adresse, ni mon numéro de téléphone. Elle n'a donc jamais pu me recontacter. Si je devais deviner, je dirais que l'un de ses corps était celui de son défunt mari, qu'elle m'avait mentionné 1 ou 2 fois. Quant à l'autre corps, plus petit, je n'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, c'était une scène absolument macabre, et il y avait quelque chose qui n'allait vraiment, mais vraiment pas avec cette femme. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette expérience terrifiante. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à l'heure du mystère et de partager la vidéo avec vos amis qui aiment frissonner. Mais surtout, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous une théorie sur l'identité du second corps? Dites-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous empêchera de dormir.